Tu es passé de 21 millions Oui. à 650 millions Exactement. en 6 ans. En 6 ans. Deux des business les plus prolifiques au monde, c'est le business des t-shirts et des chaussures. Nous voulons montrer le savoir-faire du Sénégal un peu partout, en Afrique d'abord. Les banques dans notre continent ne font pas encore confiance au secteur artisanal, au secteur primaire. L'Américain milliardaire, tu le vois, il a posé sa boîte aujourd'hui, il est milliardaire. Demain, il continue à travailler comme il travaillait avant. L'Afrique a connu le luxe avant tout le monde. C'est vrai. Le luxe a démarré en Égypte. Les Africains aujourd'hui sont à la recherche de leur identité. Ils sont fiers, proud. Nous voulons redonner aux Africains cette fierté pour montrer que le luxe a démarré avec nous. Nous savons de quoi il s'agit. Nous sommes dans le process et nous allons y arriver. Aujourd'hui, les amis, nous sommes toujours à Dakar et je vous emmène dans l'univers du luxe. Et pour en parler, bien évidemment, nous nous retrouvons au plateau dans la boutique de Maraz. Maraz, c'est l'histoire d'un jeune Sénégalais qui, à l'âge de 27 ans, a lâché sa carrière, qui était pourtant bien rémunérée, pour entreprendre dans l'univers du luxe. Nous allons essayer de comprendre d'où lui est venue cette idée, comment il a fait pour faire croître son entreprise, parce qu'aujourd'hui, il est devenu une référence. Il vient d'ailleurs d'ouvrir leur 3e boutique. Après Dakar, Abidjan, ils sont désormais à Kigali. Bref, c'est un échange passionnant dans lequel nous allons comprendre les mécanismes qui ont permis qu'il ait le succès qu'il a aujourd'hui et surtout, nous irons dans ses ateliers afin de voir comment il travaille. C'est quelqu'un de très concret, de très pragmatique et qui dit les choses comme elles doivent être dites. Je pense que cette vidéo va vous booster grandement pour vous donner envie, vous aussi, de croire en vos rêves et de vous lancer pour accomplir des choses exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus, les amis. C'est parti! Bonjour Mara. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir à Dakar, au plateau, dans tes locaux, dans ta très belle boutique. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas du tout? Alors, merci Philippe. Moi, c'est Moustapha Sindiaye, fondateur de la marque de haute maroquinerie Maraz, implantée à Dakar, Abidjan et à Kigali. Première question, Oui. d'où vient-il à un jeune Sénégalais d'imaginer qu'il peut créer une marque dans le luxe? Alors, ça vient d'une part de la passion pour la chaussure. J'ai toujours aimé les chaussures, les sandales et je les faisais confectionner par des artisans comme ça dans À titre la personnel? rue. À titre personnel, pour moi, pour ma consommation personnelle. Mais également, ça vient également de l'influence de mon père qui est artiste peintre, Sauvert. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement, voilà, dans cet environnement de l'art, du beau, de l'artisanat, globalement. Voilà. Et la dernière chose, c'est lié un peu à mon parcours académique et professionnel parce que je suis project manager de formation et comptable de profession. Donc, tout ça, ça ramène l'esprit vers l'entrepreneuriat, vers la structuration également des process et vers l'ouverture de business. Mais pourquoi le luxe? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude du luxe dans nos pays. Oui. Quand on pense au luxe, on pense à des produits importés. Tout à fait. On va chercher des produits. Généralement, les gens qui ont de l'argent ici vont faire leurs courses à l'étranger et ramènent leurs produits ici. Donc, je me dis, un jeune qui a grandi au Sénégal n'est pas vraiment en contact avec l'univers du luxe. Donc, d'où te vient l'idée de dire, je vais aller dans le haut de gamme? Alors, pourquoi le luxe? Je pense que c'est pour 2 raisons. Ouais. La première raison est qu'en gestion de projet, ce qu'on nous dit, c'est que pour créer une entreprise, ça doit partir d'une situation d'insatisfaction. On s'est rendu compte que pendant longtemps, les Africains n'avaient pas de marque de luxe. Tout s'importait vers l'Europe, on prenait nos billets, on allait jusque là-bas pour consommer. Donc on s'est dit, on connaît les bonnes choses et sur le plan ancestral, l'Afrique a connu le luxe avant tout le monde. C'est vrai. Le luxe a démarré en Égypte. Le luxe a démarré dans nos royautés au Mali et ailleurs. L'exclusivité a commencé avec eux. Donc, il y a toute une histoire derrière où d'ailleurs on a fait une étude, nous, au niveau de Maraz, pour savoir quels étaient les codes du luxe en Afrique. Donc, ça, vous avez trouvé quoi? Ça peut être quelques points? On a trouvé quelques points. Déjà, c'était pour les royaumes, pour les rois. C'était des choses exclusives. Il y avait même les couleurs. C'était le bleu, c'était le blanc.
pour eux. Donc, il y a énormément de codes qu'on retrouve aujourd'hui chez les Occidentaux que eux, ils avaient déjà. D'accord? Donc, ça, c'est une des raisons. C'est pas connu, ça? C'est pas connu. Nous, on a fait l'étude à Abidjan même. L'étude a été faite à Abidjan. Donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les grandes marques de luxe, les plus grands consommateurs, c'est qui? C'est d'une part les Arabes et d'autre part les Africains. On ne va pas citer de nom, mais on sait. Mais c'est vrai, tu as raison. Alors à Abidjan, regardons les chaussures des gens, on voit. Si aujourd'hui, effectivement, dans l'étude mondiale du luxe, l'Afrique ne compte même pas pour 1%, mais si on va vers la consommation, on verra quel est notre pourcentage. Donc le marché est là. Et également, il y a une quête d'identité venant des Africains. Les Africains aujourd'hui sont à la recherche de leur identité. Ils sont fiers, proud. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans le tagline de Maraz, on dit « Proudly made in Dakar ». Nous voulons redonner aux Africains cette fierté pour montrer que le luxe a démarré avec nous et nous savons de quoi il s'agit. Nous sommes dans le process et nous allons y arriver. C'est pour ça que tu travailles, tu as cette notion de technique ancestrale. Exactement, c'est important. Pour moi, tout provient de la source. Et la source, c'est vraiment le legs que nous avons reçu. Aujourd'hui, pourquoi des grandes marques viennent au Sénégal pour travailler avec les petits mains, pour faire des collections dessus? C'est parce qu'ils savent qu'on a quelque chose. Ah, parce qu'ils font ça? On a un trésor, oui. Il y a Chanel qui est venu au Sénégal, qui travaille sur les petites mains. Ah oui? Oui. Et ça, c'est parce qu'ils savent que l'Afrique a ce trésor. On a un savoir-faire à tous les niveaux, sur le plan de la cordonnerie, sur le plan de la maroquinerie, sur le plan des habits, sur le plan du tissage, sur le plan de la peinture, etc. etc. Mais aujourd'hui, il est de notre ressort, nous Africains, de reprendre ça, de valoriser ça et de le montrer à la face du monde pour qu'ils savent que oui, ça c'est la propriété de l'Afrique et des Africains et que l'on en soit fiers. Et est-ce que tu n'as pas eu peur de rencontrer le fameux complexe des Africains qui a tendance à penser que ce qui est bien vient de l'étranger? Tu sais qu'on a beaucoup ce mindset-là, qu'on se dit en tout cas, et c'est peut-être une fable, mais que quand quelque chose vient de... Tu sais ce qu'on dit. Si Maraz fait un produit et il dit 100 000 francs, et que Chanel, qui tu veux, fait le même produit, il dit 1 million, les gens vont dire non, Maraz, on le connaît ici, ils vont l'acheter chez Chanel. Toi qui es dans le concret, quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors, mon expérience par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas eu peur, mais on savait qu'on allait rencontrer énormément de barrières. Mais pour ce faire, pour arriver à nos objectifs, il fallait qu'il y ait un plan bien précis. Ce n'est pas du tâtonnement. Nous avons travaillé sur les besoins, sur les attentes. Nous avons questionné des gens qui ont voyagé, qui sont revenus, qui consomment là-bas, qui consommaient ici, qui avaient arrêté parce que peut-être la qualité ou la finesse n'y était pas. Nous avons regroupé toutes ces enquêtes, tous ces questionnements pour faire des produits qui répondent à ces besoins. Donc aujourd'hui, nous avons commencé à apporter une réponse aux besoins des Africains par rapport au luxe, par rapport à la maroquinerie, par rapport aux accessoires. Maintenant, oui, on est tout le temps confronté à des problèmes où les gens te disent « Waouh, c'est cher. Pourquoi c'est aussi cher ?» C'est de l'artisanat, c'est fait à la main, mais ça nécessite une éducation derrière. Une éducation que nous avons entreprise, où nous expliquons aux gens combien de temps ça prend. Quel est l'impact socio-économique quand on consomme ces produits-là qui ont été faits chez nous, avec nos artisans, et comment cela peut aider à développer le pays, mais surtout réveiller cette fierté chez les consommateurs. Cette fierté de montrer que ça vient de chez nous, on l'arbore fièrement, on le porte fièrement aux yeux de tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est des challenges qu'on a rencontrés. Ça a pris du temps. On est là depuis 2017. Petit à petit, les gens voient, les gens comparent parce qu'ils ont eu à porter d'autres marques, ils nous portent. Ils voient la différence et ils voient que même peut-être en termes de prix, jusqu'à présent, on est toujours sur de l'écrémage, d'accord? Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à avoir un taux de pénétration au niveau du marché des consommateurs du luxe qui est assez élevé pour pouvoir prétendre arriver au niveau de ces grandes marques-là. Comment tu définis le luxe? Parce que depuis, on ne fait que parler du mot luxe et tout à l'heure, tu as parlé d'exclusivité, oui, de manière historique. Oui. Pour toi, un produit entre dans le luxe à quel moment? Un produit entre dans le luxe au moment où il est authentique, au moment où il y a une partie d'exclusivité, au moment où, pour moi, il y a de la qualité
D'accord? Et au moment où il y a l'histoire derrière cette œuvre-là. Pour moi, ça, c'est important. L'histoire derrière l'œuvre, elle est hyper importante. Pourquoi j'ai dit pour moi la qualité, c'est qu'il y a des produits de luxe qui ne répondent pas aux normes de qualité. Mais il y a le branding derrière. Donc le branding est hyper important pour pouvoir s'ériger en marque de luxe. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous manque le plus en Afrique parce que moi, je suis prêt à poser mon sac auprès des plus grandes marques, des sacs des plus grandes marques pour qu'on décortique un par un, pour voir le niveau de finesse, le niveau de qualité, le niveau de finition. Ce qui nous reste maintenant, c'est tout ce trajet qu'ils ont eu à faire pendant de longues années, tout le branding qu'il y a derrière, mais tout l'investissement financier et technique et technologique qu'il y a derrière et sur lesquels nous, on est en train de travailler. Tu dis que tu as une formation de comptable à la base. Oui, de profession comptable, mais une formation en project management et création d'entreprise. Pardon. À quel moment tu te dis, j'arrête de travailler dans la compta, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'à la base, tu n'as pas fait des études pour travailler dans le luxe. Tu as fait des études pour faire du project management. Ça veut dire que tu as ambitionné une carrière, quoi qu'il y avait entrepreneuriat dedans quand même. Oui. Donc, à quel moment tu te dis, c'est le moment, je lâche tout, je me lance? Alors, je peux te dire que honnêtement, c'est depuis ma deuxième année à l'université, avant même que je ne commence à travailler dans la comptabilité. Qu'est-ce qui m'a ramené dans la comptabilité? C'est parce que je voulais être autonome par rapport à l'achat, par rapport autant pour moi à ma scolarité, etc. Mais d'emblée, pourquoi après le tronc commun, j'ai eu à choisir la gestion de projet? Parce que je savais que mon cheminement n'est pas dans le travail dans une entreprise. J'ai choisi de voir 6 ans d'expérience dans les entreprises, notamment à l'ASECNA, en tant que cadre comptable, à Allianz Assurance, etc., en tant que comptable. C'était pour savoir comment fonctionne une entreprise, la réglementation. Et avoir également cette rigueur dans le travail. Commencer à 8 heures, finir à 17 heures, qu'on te fixe des objectifs, que tu puisses les atteindre. Parce que tant que tu n'as pas eu cette expérience, il est difficile de mener d'autres personnes intuitivement vers ça. Donc moi, ça, c'était un parcours que je m'étais fixé. Alors, j'ai choisi la gestion de projet parce que je savais que c'était la base pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment la base. Ça te permet de te structurer, ça te permet de pouvoir te fixer des objectifs, ça te permet de pouvoir poser des process, de les suivre du début jusqu'à la fin. Parce qu'un projet a un début et une fin. Et pour avoir une fin, il faut pouvoir tout planifier comme il se faut, se fixer les objectifs et réunir tous les moyens financiers, techniques et humains pour atteindre ces objectifs. Et à quel moment dans ta carrière, donc tu te dis, là maintenant, je vais commencer à lancer mon propre projet? Déjà, d'où te vient l'idée de, il y a un truc à faire dans la chaussure, et à quel moment tu commences à te professionnaliser et au point où tu te dises, c'est bon, je suis prêt, je me lance. Et est-ce que quand tu te lances, est-ce que tu crées d'abord tout de suite une boutique comme ça, ou alors, voilà, raconte-nous le parcours. Alors, comme j'ai dit, l'idée m'est venue de la passion que j'ai pour la chaussure. Donc, pendant tout le temps où j'étais à l'université, je faisais faire des chaussures en sous-traitance et je les vendais dans les entreprises. Je faisais du porte-à-porte et tout. En même temps, je travaillais en entreprise. Alors, l'idée des chaussures, l'autre chose, c'est que deux des business les plus prolifiques au monde, ça, c'est des études qui l'ont mentionné, c'est le business du t-shirt, des t-shirts et des chaussures. C'est vrai? Mais oui, pourquoi? Toute personne a au moins un t-shirt. C'est vrai. Toute personne. Et toute personne a au moins une paire de chaussures. Donc ça, ce ne sont pas des denrées de première nécessité, mais c'est incontournable. Donc la chaussure est essentielle dans la vie de tout le monde. Donc de là, je me suis dit, oui, ça c'est une activité que je peux faire et qui peut tourner à temps plein, parce que les gens vont le consommer tout le temps. Alors, donc de 2012 à 2016, j'étais en train de le faire à côté, je travaillais. Et en 2016, je n'étais plus bien au travail. Je me disais, écoute, le business marche beaucoup. Et quand tu es entre le travail et l'entrepreneuriat, il y a forcément un des deux qui en pâtit. Et moi, je me suis décidé, j'ai dit, c'est le moment. Là, j'ai acquis assez d'expérience dans le milieu professionnel. Je vois la demande au niveau des besoins en chaussures, je me lance. Donc de là, je suis sorti. J'ai commencé petit à petit à démarcher, à faire également l'étude
carrément du marché. C'est là où j'ai commencé à faire le business plan réel de Maraz. J'ai voyagé, je suis parti au Maroc, je suis parti en Éthiopie pour voir un peu le marché, comment il se porte, quels sont les besoins. Et c'est de là où, quand je suis revenu, j'ai mappé toute la chaîne et j'ai choisi les business models qu'il me faut pour que le projet soit rentable. Et de là, on a fait une première levée de fonds. On a commencé avec un prêt de la DER, avec l'atelier. Tu te rappelles du montant? Oui, c'était 21 millions. On a commencé avec ça. Tu n'avais pas eu peur d'aller prendre 21 millions? Non, du tout. Tu étais confiant? Oui, je crois au process. Je sais où on va. On l'a pris, on a ouvert l'atelier, on a ouvert une boutique. On était 5 au début. On a géré jusqu'à aujourd'hui avoir une équipe de 40 personnes en 6 ans. Mais ça, comme je l'ai dit tout de suite, il n'y a pas de tâtonnement derrière. Pour qu'on voit un peu le chemin parcouru, je pense que tu es en train de travailler à une levée de fonds là maintenant. Oui. Le montant est connu, tu peux communiquer? 1 million d'euros. Alors, donc tu vois, Oui. tu es passé de 21 millions Oui, à 650 millions exactement. en 6 ans. En 6 ans. Tu vois que la croissance a été fulgurante. Oui, la croissance a été fulgurante, mais ça montre aujourd'hui le potentiel du marché africain, même si c'est un marché qui est déstructuré, où tu ne peux pas tout le temps tout gérer, parce qu'il y a énormément de choses qui ne répondent pas au bon fonctionnement d'une entreprise sur le plan macro déjà, avant de parler de la partie microéconomie. Tes modèles de chaussures, tu as un modèle, je ne sais pas si on peut prendre le modèle rouge derrière toi. Vas-y. Alors ça, c'est notre Non, modèle. tu phare. peux le prendre Voilà. pour nous montrer. Alors, Ou alors il est agrippé. oui, il est agrippé. Si on peut juste avoir un modèle, parce que je voulais que tu nous parles un peu de ce design particulier Oui. qu'ont tes chaussures. Voilà. Voilà, il y a cette touche-là inconditionnelle, Oui. toujours le même. Le foufou. D'où ça te vient ce design? Parce que c'est toi qui l'as créé. Ça. Ouais, alors, ce design, c'est une des chaussures mythiques d'Afrique. Surtout chez les Peuls, ça s'appelle Padam. À l'origine, la chaussure se faisait en pneu et chambre à air. Le talon était en pneu, ici en chambre à air. Donc les nomades portaient ça. Alors, je parle tout le temps de savoir-faire ancestral, d'héritage. Je me suis dit, mais on n'a qu'à aller puiser dans ce qu'on a. Moderniser ça, le rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus fin, beaucoup plus confortable et présenter ça au marché africain pour leur dire que ça vient de chez nous. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue. Au début, les gens nous disaient « Waouh, ça c'est has-been, on ne peut pas porter ça ». On a tout entendu pendant plus de 2 ans, 3 ans. Mais on y a cru. On a travaillé le modèle. On l'a proposé. Les gens ont commencé à la porter. Et aujourd'hui, à Dakar, si tu es in, tu as ça. Si tu ne l'as pas, tu ne l'es pas. Voilà. Hein? L'autre phase, non mais moi je trouve ça très beau. Ouais, merci beaucoup. L'autre phase dans Oui. ta croissance, Oui. c'est que tu vas aller ouvrir une boutique. D'abord à Abidjan, Oui. et puis maintenant à Kigali. Tout à fait. D'où te vient cette vision panafricaine de ton business? Et tu t'es pas dit, non, je suis bien au Sénégal, je vais multiplier les boutiques au Sénégal. Pourquoi tout de suite aller ailleurs? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous, dans nos objectifs, la promotion du Made in Sénégal en fait partie, au-delà du Made in Africa. Nous voulons montrer le savoir-faire du Sénégal un peu partout, en Afrique d'abord. Et c'est pour cette raison qu'on est parti à Abidjan, parce qu'on connaît également les Ivoiriens, ils aiment la belle vie, ils aiment les belles choses, ils aiment les bonnes choses, et ils savent l'apprécier. Et le marché est assez dynamique, c'est pourquoi ça a été notre premier choix en termes d'implantation. Par la suite, nous avons choisi Kigali. Entre plusieurs mois de réflexion entre Paris et Kigali, on s'est dit, écoute, nous, notre objectif, c'est de mailler le marché africain. Nous croyons aux Africains et au potentiel de leur pouvoir d'achat. Nous sommes partis à Kigali pour ce que Kigali représente. Kigali, aujourd'hui, pour moi, c'est une vitrine de comment on voudrait que l'Afrique soit en termes de propreté, de sécurité, d'organisation, de structuration, mais surtout de croissance. Quand on regarde Kigali, 7 ans derrière et Kigali aujourd'hui, nous tous, nous voulons que nos pays aillent vers ça, que nos entreprises progressent comme ça. Et c'est pourquoi on n'a pas voulu rester juste au Sénégal. Parce que pour nous, dans la progression d'une entreprise, dans sa croissance, il est important qu'il y ait une diversification des marchés pour plusieurs raisons. Pour se protéger quand il y a un problème chez toi, mais également pour étaler un peu plus tes chances de vente, mais également de notoriété un peu partout. Ça a été quoi tes gros challenges en 7 ans? Ah. Juste les plus gros, il y en a plein. Alors, le plus gros,
Un des plus gros challenges, voilà, c'est le deux. challenge, je vais en citer deux. OK. Trois. Un des plus gros challenges, c'est le challenge de l'approvisionnement. OK. Rien ne se fait dans nos pays. On n'a pas de tannerie. C'est incroyable. Pourquoi? C'est la question de la chaîne de valeur. Parce que nos chaînes de valeur de notre secteur ou de nos secteurs primaires ne sont pas développées. Nous avons des ressources, nous n'avons pas les industries Il y a pour des les animaux, exploiter. pourtant. On a les animaux, mais on n'a pas de tannerie. On a le fer, mais on n'a pas d'usine qui fait de l'accessoire. On a le caoutchouc, on n'a pas d'usine qui font les semelles. Donc c'est un problème macro, un problème de chaîne de valeur qui incombe au gouvernement. Ce n'est pas le secteur privé qui peut se mettre à faire cela. Donc ça, c'est un des premiers problèmes, l'approvisionnement pour ne pas avoir des ruptures de stock. Deuxième problème, la formation, la main-d'œuvre qualifiée. On n'en a presque pas. La plupart de nos artisans ont appris sur le tas. Ils ont appris sans machine. Donc quand toi tu viens pour les hisser à un certain niveau, il faut que tu assures leur formation. Oui. À partir de ce qu'ils avaient appris vers la technologie, vers l'innovation, vers le développement. Ça, c'est le deuxième challenge. Troisième challenge, le challenge de tous les entrepreneurs, le challenge financier. Les banques dans notre continent ne font pas confiance ou ne font pas encore confiance au secteur artisanal, au secteur primaire. Parce qu'ils disent Même que quand on s'appelle Maraz. Alors, on s'est battu pour en arriver là. Mais ça a été un Mais on a challenge. laissé, oui, ça a été un gros challenge. Il a fallu par contre qu'on soit très constant avec les structures financières sur les entrées et les sorties de nos fonds, d'accord, pour avoir une bonne visibilité, mais avec un bon accompagnement par un comptable, par un expert comptable pour que tout soit certifié, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on fonctionne comme une entreprise et pas comme un atelier. Donc ça, c'est un gros challenge que nous rencontrons et que je sais que tous les autres du secteur rencontrent. Aujourd'hui, il sera difficile de voir une entreprise artisanale qui lève 1 million d'euros au niveau de la banque sans garantie hypothécaire. C'est ce que je voulais dire, c'est que quand on s'appelle Maraz, pourquoi se tourner vers une levée de fonds alors que normalement, on pourrait aller voir une banque et avoir les millions d'euros? Alors, quand je dis levée de fonds, ce n'est pas vis-à-vis des fonds d'investissement. On est parti vers les banques, c'est vers les banques. Ah, C'est un prêt. OK. C'est un prêt que nous allons lever vers les banques. Ah, aujourd'hui, ok, nous sommes d'accord. en discussion Donc- avec plusieurs banques pour ça. D'accord, donc on n'est pas dans une levée là où chaque individu peut venir mettre Non, son- non, 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 D'accord. non, pas pour le moment. Ok. Pour le moment, nous sommes dans le prêt parce que l'activité peut tourner jusqu'à régler ou bien jusqu'à pouvoir Les congés, répondre oui. aux annuités. Exactement. Mais néanmoins, il y a tout le temps des barrières, il y a des contraintes vis-à-vis de la vision des banques classiques d'une part. D'autre part, vis-à-vis du fonctionnement d'une start-up artisanale qui est dans un secteur où rien n'est produit. Pourquoi je dis ça? Quand tu es dans un secteur où rien n'est produit et que tout est importé et que tu as une grosse force de production, tu es obligé tout le temps de prévoir un stock sur 6 mois. Ah oui, Mais oui, parce que le challenge de la logistique prend oui. 3 mois. Oui, ouais. La consommation 3 mois, le temps de commander et pour que ça arrive, et tu te rends compte de devoir mettre tout le temps 6 mois de stock à chaque fois que énorme. c'est énorme pour une Énorme, entreprise. énorme. Et c'est là où se pose la question de la compétitivité entre les entreprises africaines et les entreprises occidentales. Ouais, non, un besoin en fonds de roulement de 6 mois, et tu le mobilises en plus. Ah non, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Et pourtant, ça ne t'arrête pas. Où est-ce que tu vas puiser les ressources pour être infatigable? Les ressources, on les puise dans la planification, d'une part, mais également dans le développement de plusieurs business models en même temps, mais dans le même secteur. Et ça, c'est important. Pour moi, quand on est en Afrique, dans des environnements aussi incertains, il ne faut pas poser son entreprise sur un seul business model. Il faut en avoir minimum 2, voire 3. Ce qui fait que quand ça ne va pas ici, tu vas de l'autre côté. Et au-delà de ça, nous sommes à une époque où tout le monde a compris qu'à part l'agriculture, le secteur des industries culturelles et créatives est le secteur qui va générer le plus d'emplois et qui va créer le plus de valeur. Donc il y a également des subventions qui sont là, des accompagnements qui sont là, provenant des organismes, provenant également de nos États. En tout cas, nous, au Sénégal, il y a énormément d'accompagnements qui se font au profit des petites et moyennes entreprises qui sont dans l'artisanat. Par contre, il faut être structuré
légales pour pouvoir en bénéficier. Oui, normalement. Voilà. Sinon, Sinon, l'État ne te reconnaîtra pas. Bien sûr, c'est le problème du serpent qui se mord la queue avec l'informel. Exactement. On ne paye pas d'impôts, mais on ne bénéficie de rien. Et c'est tout à fait ça. Ben écoute, on va aller dans ton atelier Voilà. pour que les gens se projettent, pour qu'ils voient réellement de manière palpable comment ça se passe, comment vous travaillez. Tu as d'ailleurs créé aussi une académie de formation. Exactement. Nous avons lancé une académie de formation depuis janvier qui aujourd'hui regroupe plus de 40 apprenants pour la première cohorte. Et il y a des formations managériales où on forme des brand managers, des gens qui veulent lancer leur marque, des gens qui veulent gérer une entreprise artisanale, des vendeurs professionnels avec des modules sur le merchandising, la vente, la psychologie de la création, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand un secteur évolue, il faut que la formation évolue à côté. Tant qu'il n'y a pas cette demande, il ne peut pas y avoir cette offre de formation. Et nous, c'est vers ça où nous voulons aller. Et sur la partie technique, nous formons des gens qui n'ont jamais été dans le secteur, à commencer par le patronage jusqu'à la découpe, en passant par l'assemblage jusqu'à la finition, mais également renforcer la capacité des artisans qui ont appris sur le tas et de les amener à utiliser la technologie et les machines sur lesquelles nous nous basons des fois pour faire certains produits. Voilà. Dernière question pour sortir de cette partie dans ta boutique. Tu es entrepreneur depuis pas mal d'années maintenant. Tu as baigné dedans d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses du mindset du Sénégalais lambda par rapport à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est encore dans l'époque où les gens se battent pour être salariés? Parce qu'à l'époque de nos parents, les gens se battaient pour être fonctionnaires. Donc ton père, déjà, c'était un hybride, personne ne le comprenait. Exactement. Exactement. Mais est-ce que tu as le sentiment que la jeunesse, notamment, commence réellement à avoir de l'engouement pour l'entrepreneuriat, ou alors elle est encore trop réglée dans les anciens paradigmes de « il faut à tout prix que j'ai mon matricule ». Non, je pense que ça bouge. Ça a beaucoup bougé. Entre-temps, les gens savent qu'aujourd'hui, dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Parce que le marché ne peut juste pas les absorber. Oui. Néanmoins, il ne faudrait pas que ça soit une bombe pour les jeunes. L'entrepreneuriat nécessite énormément de skills, de compétences et de sacrifices. Et comme j'ai l'habitude de dire, il y a une grosse différence entre le commerce et l'entrepreneuriat. C'est quoi la différence? Le commerce, c'est aller acheter un bien, le revendre C'est tout. en recherchant un bénéfice. L'entrepreneuriat, Tout ce qu'on gère, c'est de la logistique. voilà. L'entrepreneuriat, c'est la création de valeur, c'est la création de richesse. On règle, on apporte une réponse à un problème, pas à un besoin. Et ça nécessite des compétences, ça nécessite de la flexibilité, ça nécessite de la constance et de la résilience. Donc oui, ça change, mais il faudrait que l'on conscientise les jeunes pour qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas juste d'avoir le diplôme ou de se lever pour aller faire l'entrepreneuriat juste pour gagner de l'argent. Non, si c'est ça, ça va très mal se passer. Oui, on doit vivre de l'entrepreneuriat, mais quelle façon de vie? Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour nous, nos modèles vers ça, par rapport à ça, c'est d'une part les Américains et d'autre part les Asiatiques. L'Américain milliardaire, tu le vois, il a posé sa boîte aujourd'hui, il est milliardaire, demain il continue à travailler comme il travaillait avant. Même son niveau de vie ne change pas réellement et tu ne le perçois pas en lui. Je pense que ça c'est un bon modèle. Et par rapport aux Asiatiques, je ne parle même pas de niveau de vie. Ils sont toujours là. Quand tu vas en Chine, tu vois le boss, tu viens dans l'entreprise, tu le vois. Toujours. Il discute avec toi. Il est là, il est posé, il surveille. Il ne se dit pas que je suis le boss, maintenant je vais là-bas. Non, il est sur le terrain. Et ils ont cette constance dans le travail et cette minutie. Et nous devons renforcer nos aptitudes et nos attitudes par rapport à ça. Dernière question, Maraz. Pourquoi ce nom? Alors, Maraz, déjà, ça signifie la mode africaine, revisitée de A à Z. Et mon surnom, c'est Mara, M-A-R-A. On a rajouté un Z dessus pour avoir Maraz. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mara. Merci beaucoup, Philippe. On va aller maintenant à ton atelier. Allez, on y va. Pour voir comment vous travaillez de manière concrète. Merci beaucoup.